Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Je suis ravi de vous présenter les petites vidéos que le groupe académique de l'école inclusive de l'Académie de Dijon a décidé de mettre en ligne. Je me présente, Pierre-Jean Favre, je suis inspecteur, conseiller technique de Madame la rectrice pour l'Académie de Dijon, en charge de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans le cadre de cette mission, je coordonne un groupe académique d'enseignants formateurs de l'école inclusive, comprenant des enseignants coordonnateurs d'ULIS en premier comme en second degré, des enseignants en SECPA, des directeurs adjoints de SECPA, des enseignants en unité d'enseignement relevant du secteur médico-social, des conseillers pédagogiques, des psychologues de l'éducation nationale, des spécialistes également du numérique éducatif. C'est dire la diversité de ses membres et donc la richesse des points de vue et des échanges. Ce groupe a comme objectif d'aider l'ensemble des acteurs à mieux comprendre les enjeux de cette école inclusive, mais également d'informer, de former, d'accompagner l'ensemble des acteurs pour rendre opérationnelle cette inclusion des élèves dits différents et rendre autant que possible notre école plus à l'écoute de chacun. Les enjeux ne sont pas simples à mettre en œuvre et nécessitent de réels efforts de la part de chacun. De façon à pouvoir mieux comprendre et mettre en œuvre cette école plus inclusive, accueillant toute la diversité du public dans les meilleures conditions, tout en considérant chacun dans son cadre, dans le cadre de ses missions quotidiennes, que l'on soit parent d'élèves à besoins éducatifs particuliers, que l'on soit enseignant, accompagnant d'élèves en situation de handicap, membre de la vie scolaire d'un établissement ou de la direction d'un établissement scolaire. Nous organisons très régulièrement des rendez-vous de l'inclusion accessibles à tous par le biais des réseaux sociaux. Parallèlement, nous publions régulièrement dans un blog dédié, donnant accès à de nombreux outils créés par le groupe académique de l'école inclusive, ainsi que de nombreuses réflexions communes. Nous avons voulu diversifier, continuer cette diversification de nos outils en proposant une série de petites vidéos présentant le rôle de chacun des acteurs de l'école inclusive. En effet, de plus en plus de monde intervient à l'école auprès d'élèves en grande difficulté comme auprès d'élèves en situation de handicap, et parfois il est complexe de déterminer qui fait quoi au sein de cette école, de ce collège, de ce lycée, et quelles sont les interactions entre l'ensemble des acteurs. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer ces petites vidéos. Nous espérons qu'elles seront les plus explicites possibles pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous faire part des commentaires que vous avez, que vous ressentez à la vision de ces petites vidéos, de façon à ce qu'on puisse les améliorer. Un grand merci par avance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ce qu'est un enseignant spécialisé dans le cadre de cette petite série de vidéos destinée à mieux comprendre quels sont les acteurs de l'école inclusive et quelles sont leurs actions au quotidien. On parle souvent des enseignants spécialisés comme étant des recours à la mise en œuvre de cette école inclusive que nous prenons tous. Nous vous proposons donc aujourd'hui de voir dans les faits ce qu'est un enseignant spécialisé. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Sandrine Lamouret. Bonjour Sandrine et merci de ta participation. Tu es donc enseignante spécialisée, coordonnatrice d'ULIS en collège dans le département de l'Yonne. Merci de te livrer à cet exercice de petite vidéo. Donc, quand on parle d'enseignant spécialisé, on parle aussi d'enseignant. C'est bien cela. La coordonnatrice d'ULIS, c'est bien un enseignant. Oui, je suis enseignante et coordonnatrice et depuis la loi du 16 février 2017, je suis également personne ressource. Alors, comment devient-on enseignant spécialisé?
Et en même temps, Alors, pourquoi passer cette spécialisation? alors j'ai en 2009 passé ce qu'on appelle le 2CASH, qui est en fait la certification complémentaire pour les enseignements adaptés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. J'ai passé ce 2CASH parce que j'ai été dans le second degré. Par contre, les collègues du premier degré, eux, passaient le CAPA-SH, qui signifie la certification d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. À l'heure d'aujourd'hui, la nouvelle certification s'appelle le KPI, qui est le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive, qui est maintenant commun au premier et au second degré. Alors, pour ma part, j'ai souhaité passer une certification pour deux raisons. La première était que l'inspectrice de lettres en 2005 m'avait sollicité pour faire des formations auprès des enseignants sur les troubles 10, appelés maintenant troubles neurodéveloppementaux, et qu'en ayant cette certification, cela me donnait une légitimité par rapport à mes collègues. Je devenais ainsi père expert. De plus, j'avais créé au sein de mon établissement un dispositif d'accueil pour les élèves 10 et je souhaitais savoir si ma posture, ma pratique, les méthodes que j'employais, étaient juste adaptées à leurs troubles. Et la deuxième raison, c'est que j'aime me lancer des défis. Bien. Autre question, donc un enseignant spécialisé, c'est donc un enseignant qui exerce dans un contexte professionnel particulier, dirons-nous, dans un dispositif ou dans une structure relevant de l'éducation inclusive. C'est bien cela? C'est ça, donc un enseignant spécialisé peut enseigner en ULIS, qui est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, comme je le fais, mais il peut également enseigner en CESAD, qui est le service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Il peut aussi enseigner en SECPA, en section d'enseignement général et professionnel adapté en collège. Il peut enseigner en IME, qui sont les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Il peut aussi enseigner en UEMA, qui est l'unité d'enseignement en maternelle pour la scolarisation des élèves inscrits dans les troubles du spectre autistique. Il peut aussi enseigner en EREA, qui sont des établissements régionaux d'enseignement adapté, mais aussi en ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, ou en RASED, qui sont les réseaux d'aide spécialisés aux enfants à domicile. Bien évidemment, un enseignant spécialisé peut également être appelé à travailler en hôpital de choix. Donc, et puis, il peut aussi être enseignant référent ou conseiller pédagogique ASH, mais c'est ceci après une validation d'un certificat spécifique. Et dans ce cadre, comment l'enseignant spécialisé conçoit son action pédagogique, j'entends en articulation avec les autres classes de l'établissement? Alors, pour ma part, j'essaie d'être le plus proche possible de mes collègues pour les épauler, les accompagner dans la prise en charge des élèves. Je le rappelle, les besoins éducatifs particuliers ne sont pas seulement des élèves porteurs de handicap. On peut aussi avoir les élèves allophones ou des élèves, par exemple, qui ont un plan d'accompagnement personnalisé, comme les élèves appelés plus communément les élèves. On peut aller voilà, de l'explication des troubles à des conseils d'adaptation, mais ça peut aussi être faire le lien, par exemple, avec des collègues et avec les intervenants du CESAD de mon établissement, ce qui se fait, par exemple, cette année. Et comment cet enseignant spécialisé est à même de travailler avec les autres enseignants? Est-ce qu'il peut concevoir des séquences d'enseignement? Et peut-être pourquoi ne pas co-intervenir dans le cadre des pratiques inclusives? Alors oui, l'enseignant peut bien évidemment faire du co-enseignement. Et là, c'est en ce qui me concerne, et je pense que c'est aussi le cas d'autres collègues, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai co-enseigné avec un collègue d'anglais,
parce que la plupart du temps, en fait, j'accueille, moi, au sein de mon dispositif, des élèves pour lesquels j'enseigne les maths, le français et l'anglais, ou d'autres matières sur lesquelles ils ne peuvent pas suivre avec mes collègues. Par contre, j'aimerais énormément pouvoir développer cette facette de mon métier qui est le co-enseignement. Et je pense qu'on a beaucoup à s'apporter entre enseignants spécialisés et enseignants on va dire du général. Euh, mais si je prends par exemple l'exemple d'autres pays, notamment en Italie, le co-enseignement général et spécialisé est de mise dans les établissements scolaires. Alors, pour approfondir un peu cette question, y a-t-il, selon toi, des limites à cette co-intervention? Les limites majeures, hein, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est des créneaux possibles pour co-enseigner, c'est du temps parce qu'il faut pouvoir préparer ce co-enseignement. On n'arrive pas comme ça dans une classe et dans la classe de son collègue en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, afin évidemment que tout le monde puisse y trouver sa place et notamment au service et au bénéfice des apprentissages des élèves. Mais ce que je vois aussi, alors là, c'est vraiment pas une limite, bien au contraire, mais c'est que si on pouvait faire du co-enseignement beaucoup plus souvent, on pourrait aider une grande majorité des élèves et pas forcément que des élèves, on va dire, porteurs de handicap, mais des élèves à besoins éducatifs particuliers dans des classes qui sont de plus en plus hétérogènes. Dans le cadre de son activité professionnelle, hein, je reviens toujours à l'enseignant spécialisé. Donc, il s'inscrit dans une démarche de coopération entre différents acteurs de l'école inclusive, différents partenaires de l'école. Et comment ça se traduit dans l'activité quotidienne de l'enseignant spécialisé, dans ton activité quotidienne donc? Alors moi, je suis toujours en étroite collaboration avec la direction de mon établissement. Je reçois régulièrement avec elle les parents d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Je fais le lien avec l'enseignant référent qui n'est pas toujours dans notre établissement, avec les familles, avec les enseignants, avec les professeurs principaux notamment, pour travailler aussi l'orientation avec la psy-EN et l'infirmière, mais aussi avec le CESAD, avec l'IME, parce que ce sont deux structures avec lesquelles je travaille cette année pour accompagner les élèves. Je travaille également en étroite collaboration avec les AESH, sans qui mon travail serait bien moins facilité, puisqu'en fait, c'est elles qui suivent les élèves vraiment au quotidien dans leur classe d'inclusion, donc dans leur classe de référence. Et très souvent, je prends appui sur leur expertise pour pouvoir proposer aussi des adaptations ou d'autres choses pour les collègues. Donc, Alors aussi, parfois, les collègues ou la direction me demandent également de rencontrer un élève avec des difficultés pour que je puisse le guider dans une adaptation ou éventuellement un choix d'orientation qu'on pourrait travailler conjointement avec la psy-EN. Et je conseille également mes collègues, par exemple, sur la mise en place des plans d'accompagnement personnalisés et je reçois aussi à ce titre-là les parents, notamment lors des aménagements, des demandes d'aménagement pour le DNB, par exemple. alors, bah, on va approfondir un petit peu la thématique, puisque l'enseignant spécialisé, de par le fait qu'il est justement spécialisé, il a une fonction d'expert, expert de l'analyse des besoins éducatifs particuliers, mais en même temps expert des réponses à construire. Donc, une question, comment peut-il, selon toi, mettre en œuvre cette fonction d'expert en anticipation, c'est-à-dire donc dans une mission de prévention des difficultés d'apprentissage? Alors, pour moi, vraiment, il est primordial de rencontrer les collègues et cette anticipation est vraiment primordiale pour certaines situations, notamment lorsque les familles et les enfants euh, soit sont dans le déni d'une orientation, on va dire, dans un milieu, enfin, par exemple en Ulysse, hein, dans une structure spécialisée, et puis, lorsque les parents et l'enfant
sont bloqués sur une orientation qu'ils voudraient à tout prix. Et on sait que malheureusement, certains élèves ne pourront pas avoir accès à cette orientation. Donc là, vraiment, il faut anticiper très longtemps à l'avance. Et c'est pour ça que dès la sixième, lorsque je reçois les élèves dans le dispositif, je demande ce qu'ils souhaitent faire. J'invite également les parents à venir me voir et on discute dès la sixième de cette orientation pour leur enfant. Donc, j'essaie toujours aussi d'être informée des pédagogies innovantes, des nouveaux outils numériques, par exemple, mais également d'être au fait des lois et des circulaires pour pouvoir en faire part à mes collègues. Notamment, là, les aménagements maintenant pour le DNB ne sont plus à demander l'année de troisième, mais à demander l'année de quatrième. Donc là, c'est dans mon travail de personne de ressources et il faut donc anticiper. C'est ce qui a été fait avec ma direction et avec les parents des élèves qui auront besoin d'aménagement. Alors, autre dimension dans le rôle d'expert, c'est aussi être en mesure d'adapter des situations d'apprentissage, des supports d'enseignement, des supports d'évaluation. C'est aussi contribuer à élaborer, à mettre en œuvre des projets individualisés, tu en as parlé, dans une perspective de réussite des parcours des élèves. Comment cela se traduit, selon toi, dans le quotidien de la classe d'un enseignant spécialisé? Alors pour moi, chaque élève doit pouvoir avancer à son rythme et c'est ce qui est le plus compliqué. Car même si je n'ai que 12 élèves, c'est 12 avec une problématique différente. Donc ce que je fais, c'est que je prévois toujours un tronc commun, par exemple pour les troisièmes, puis chacun va avoir un travail adapté à ses compétences et à son profil, et je fais de même pour les autres niveaux. J'essaie également de privilégier les cours où ils sont dans leur classe de référence, qui m'amène aussi à faire de la reprise de cours, donc pour expliquer des notions qui pourraient être mal comprises ou qui n'ont pas été ou qui ne sont pas encore efficientes chez les élèves. Et cela aussi, je le fais beaucoup en collaboration avec l'AESH qui, elle, accompagne les élèves. Donc, en général, je revoit les notions et ensuite l'AESH, elle, s'occupe des révisions et de travailler un petit peu différemment. Et on essaie aussi de privilégier le côté ludique au niveau des révisions des autres matières. Mhm. Enfin, être un enseignant spécialisé, c'est aussi se doter, rechercher, mettre en place des méthodes, des outils d'évaluation adaptés aux élèves dont on a la responsabilité. Comment ça se traduit? Même chose, hein, même dans le quotidien de la classe. Est-ce que cela amène un travail collaboratif et dans quelle mesure, si c'est le cas pour toi? Alors, lorsque les collègues veulent bien m'envoyer leurs cours ou leurs évaluations, euh, je propose une adaptation, mais cette adaptation, je la propose toujours en collaboration avec l'AESH et avec l'enseignant, parce que je veux que les objectifs de l'enseignant soient toujours respectés. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, du fait que les AESH accompagnent aussi les élèves, elles connaissent aussi leurs capacités, leurs compétences. Et des fois, moi, j'ai un petit peu moins de recul qu'elle, mais par contre, je propose des adaptations ou alors les collègues me proposent eux-mêmes des adaptations et me demandent en fait mon avis. Donc, on est toujours en discussion, on va dire, mais au bénéfice de ce que peuvent faire les élèves. Et mon travail, ce n'est pas d'abaisser le niveau, mais de pouvoir, enfin, de faire en sorte que les élèves accèdent comme leurs camarades aux notions qui sont vues en classe. Alors effectivement, il y a des fois, ça demande plus d'aménagement que d'autres fois. Je travaille aussi beaucoup en groupe au niveau de mes élèves. Cela permet aussi une stimulation entre eux qui est vraiment importante. Et j'essaie, quand cela est possible, de ramener mon enseignement au quotidien avec ce que vivent les élèves. Donc ça peut être l'achat de carrelage. Je pense notamment, on a travaillé les airs il n'y a pas très longtemps. Donc, l'achat de carrelage pour pouvoir carreler la classe. Et ce qui fait qu'ils sont passés par le côté pratique. C'est vraiment important pour eux qu'ils se rendent compte que ce qu'on fait en classe, ça va leur servir pour plus tard.
Peut-être dernier petit moment de cette vidéo consacrée donc à l'enseignant spécialisé, le moment centré sur une dimension relativement nouvelle de l'enseignant spécialisé, celle d'exercer une fonction de personne ressource de l'éducation inclusive dans les situations les plus diverses possibles d'ailleurs. Concrètement, quand je suis enseignant spécialisé, comment je réponds aux demandes de conseils concernant l'élaboration de réponses pédagogiques spécifiquement adaptées aux besoins particuliers? Alors, comme je l'ai dit précédemment, hein, je travaille en étroite collaboration avec l'administration et les conseillères d'éducation de mon établissement, qui est arrivé depuis 2 ans. La direction me donne en fait toute ma place en tant que personne ressource et me sollicite régulièrement pour des conseils, des accompagnements conjoints avec les familles, les enfants, les collègues. Je suis également sollicitée pour rencontrer les familles et les équipes dans la mise en place de projets. Je peux aussi venir en appui pour des équipes qui parfois peuvent être décontenancées, démunies face à certains troubles ou comportements d'élèves. Dans ce cas-là, je donne des pistes d'adaptation, de remédiation, ou éventuellement, certaines fois, peut-être, je propose des changements de posture aussi par rapport à un problème de comportement d'un élève, en disant aux collègues peut-être s'y prendre plus de cette façon-là qu'une autre. Voilà. Mais en fait, ce sont des conseils que je leur donne. Je ne suis pas là pour les obliger dans quoi que ce soit. Par contre, il est vrai que ils apprécient aussi ce regard que j'ai, qui n'est en fait pas. J'ai pas de- je suis pas partie prenante dans la classe. Donc j'ai vraiment un regard extérieur et ça permet aussi des fois de décanter certaines situations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce qu'ils sont vraiment, eux, dans leur classe. Et moi, j'ai au moins ce recul-là. À la fois un père, c'est-à-dire quelqu'un qui a un collègue qui a les mêmes missions qu'eux, mais avec un regard différent dû à la spécialisation aussi. C'est Euh, ça. je voudrais juste aborder donc une autre dimension de la personne ressource, c'est le lien qui est tissé avec le partenariat. Comment et dans quelle mesure tu coopères avec l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de toi et autour de tes élèves, des élèves dont tu as la responsabilité, des élèves à besoins éducatifs particuliers? Alors, chaque année, en début d'année, je fais la liste des partenaires qui gravitent autour de l'ULIS et qui interviennent auprès des élèves. Je les contacte. En général, c'est une prise de contact au départ téléphonique ou par mail. Je me propose de les rencontrer. Donc, soit je me déplace sur, évidemment, mon temps libre, hein, soit je les accueille au sein de l'ULIS pour qu'ils puissent voir aussi comment fonctionnent les élèves qu'ils accompagnent au sein du collège. Et j'essaie à peu près tous les trimestres de faire le point et un bilan avec eux. Et j'invite aussi les familles pour qu'elles se sentent aussi impliquées dans la scolarité de leurs enfants. Bien sûr, donc ça revient à la question suivante hein, que j'avais imaginée sur les relations avec les familles. Quelles relations professionnelles on tisse avec les familles, de façon à les associer durablement tout au long du parcours de formation de leurs enfants. Alors, je suis très en lien justement avec les familles que je vois à peu près une fois par trimestre pour faire le point avec elles. Je dois avouer que pendant le confinement, les liens ont été resserrés aussi, puisque je les avais à peu près une fois par semaine au téléphone pour faire le bilan avec eux. Dès l'entrée de leur enfant en sixième, je fais une réunion. Je travaille, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le parcours à venir afin d'arriver en troisième avec une orientation qui soit possible et surtout qui soit choisie et non subie par l'élève et par sa famille. C'est parfois compliqué, les familles et les enfants ont du mal à l'accepter, cette orientation, mais honnêtement, j'ai 4 ans pour pouvoir travailler avec eux dessus. Et puis, cela crée des liens aussi avec les familles. Je pense qu'on ne peut pas faire sans eux. Ouais, c'est même nécessaire, voire indispensable.
Peut-être dernier point, peut-être celui qui est le plus difficile, en tout cas le plus sensible, je dirais. Comment tu te situes, toi, en tant qu'enseignant spécialisé, au regard de tes collègues? C'est-à-dire comment tu peux construire, animer des actions de sensibilisation, d'information, de formation sur la thématique de l'éducation inclusive, alors que tu es père expert. Quel regard, comment on arrive à se décentrer? Alors au départ, lorsque je suis arrivée sur le dispositif Ulysse, mes collègues ont eu beaucoup de mal à me voir comme une personne ressource puisque j'étais avant tout leur ancienne collègue de lettres, parce que j'ai été 15 ans sur mon établissement en tant qu'enseignante de lettres. Puis au fil du temps, leur ai montré que je pouvais les aider sans les contraindre dans les accompagnements des élèves, que je pouvais faire de la co-intervention aussi avec eux. Euh, et puis, que j'étais aussi là pour les aider pour, on va dire, la totalité des élèves en grande difficulté. Mhm. Et la direction, comment a été la direction de l'établissement? Est-ce qu'elle a été porteuse de ce fait que tu sois une personne ressource dans ton établissement? Alors vraiment, depuis 2 ans, je sens vraiment un grand soutien de la part de ma direction, beaucoup de sollicitations aussi en tant que personne ressource. Actuellement, les collègues savent qu'ils peuvent venir me voir s'ils ont des questions ou des besoins et le font vraiment très régulièrement pour faire le point aussi avec moi sur les élèves dont ils ont la charge. De même que je fais partie prenante vraiment dans les équipes éducatives quand il y a un besoin. J'organise aussi en début d'année une réunion pour présenter à mes collègues les nouveaux arrivants et à ceux qui le souhaitent pour présenter le dispositif Ulysse et les caractéristiques. Je vais également, dans chaque classe, présenter le dispositif. J'organise aussi à la demande des professeurs principaux et des conseillers principaux d'éducation sur 1 heure de vie de classe, une sensibilisation à la différence. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, il a été décidé que cette heure serait obligatoire sur toutes les classes. Bien, nous arrivons au terme de cet échange. Un grand merci à toi, Sandrine, pour ce regard d'enseignante spécialisée, en même temps que formatrice académique, puisque tu es formatrice pour l'Académie de Dijon, en même temps sur l'éducation inclusive et sur le numérique. Cela nous a permis de comprendre un peu mieux ce qu'était l'action d'un enseignant spécialisé au sein de l'école inclusive. Et on mesure un peu mieux l'enjeu et en même temps toute la substantifique moelle, j'allais dire, de ce métier est bien indispensable. Un grand merci et puis à une prochaine fois peut-être, pourquoi pas. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.